Comment oses-tu toucher à ma nourriture? Es-tu devenue folle? Plus jamais de ta vie. Je suis tellement désolée. L'assiette atterrit sur le sol avec un bruit qui fit taire toute la cour. Pas tombé par accident, pas glissé de doigts fatigués, mais jeté délibérément, avec tout le poids du mépris derrière ce geste. Favor regarda le riz se disperser sur le béton. Le riz jollof qu'elle avait préparé en se levant à 5 heures du matin. Le riz pour lequel elle était restée debout devant un feu brûlant, attisant les braises avec son pagne, le dos endolori et les pieds enflés dans ses sandales. Et elle le vit s'étaler sur le sol, gâché, en un désordre rouge. Flora se tenait au-dessus, les bras croisés, le menton levé, et dit assez fort pour que les 3 voisins près de la clôture l'entendent clairement. « Qui t'a dit d'apporter de la nourriture à cette table? Qui te l'a demandé? Tu crois que parce que tu es enceinte, tu peux entrer dans ma cuisine et faire ce que tu veux? Prends ta nourriture et disparais de ma vue. » Favor était enceinte de 7 mois. Elle n'avait rien mangé depuis la veille après-midi. Elle se tenait au milieu de la cour, tenant le plateau désormais vide, son corps oscillant légèrement sous l'effort de rester debout, les yeux brûlants, les lèvres serrées pour empêcher les pleurs de s'échapper et de donner à Flora la satisfaction de les voir. Les voisins observaient depuis la clôture. Vieille Mama Titi, toujours assise sur son petit tabouret, la nouvelle femme qui venait d'emménager dans la maison mitoyenne au bout de la cour, et Clément, le jeune frère de Flora, adossé au mur, faisant semblant d'être sur son téléphone, mais observant tout sous ses sourcils. Aucun d'eux ne dit un mot. Favor se baissa lentement, comme le font les femmes enceintes avec précaution et douleur, et commença à ramasser l'assiette par terre. « Laisse ça, » gronda Flora. « Tu nettoieras plus tard, après être allé t'asseoir quelque part et avoir rappelé ta place dans cette maison. » Favor se redressa. Elle regarda Flora, son chemisier et sa jupe chère, ses cheveux fraîchement coiffés, le visage de cette femme que son père avait épousée 3 ans après la mort de sa mère. La femme qui était entrée dans cette maison avec des promesses et un grand sourire, et qui, lentement et silencieusement, avait démantelé chaque chose chaleureuse à l'intérieur. Puis Favor regarda au-delà de Flora, vers le couloir menant au salon principal, où son père, Bernard, était assis. Elle pouvait le voir depuis sa position, assis dans son fauteuil, ses lunettes de lecture sur le nez, son journal ouvert devant lui. Il avait tout entendu. Le bruit de l'assiette jetée, le choc contre le sol, la voix de Flora tranchant l'air du matin. Il tourna la page de son journal. Ce fut à ce moment-là que Favor sentit quelque chose mourir en silence dans sa poitrine. Pas la faim, pas la honte d'être observé par les voisins, pas même la douleur dans ses pieds enflés. Ce qui mourut, ce fut le dernier petit espoir qu'elle gardait, peut-être qu'aujourd'hui, il dira quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il se lèvera. Il tourna une autre page. Favor posa le plateau vide par terre, ajusta son pagne sur son ventre et retourna dans la petite pièce au fond de la cour. La pièce qui servait autrefois de débarras. La pièce dans laquelle Flora l'avait installée 18 mois plus tôt, quand elle et Stanley étaient revenus de Lagos les mains vides, avec un ventre qui grossissait et nulle part où aller. La pièce avec un ventilateur au plafond qui ne fonctionnait plus depuis 3 mois. La pièce qui sentait la poussière, le vieux zinc et un silence particulier, celui de quelqu'un qui a appris à cesser de demander. Elle s'assit sur le matelas fin. Dehors, elle entendait Flora donner déjà des ordres à quelqu'un pour nettoyer le sol de la cour. Sa voix avait retrouvé son autorité domestique habituelle, comme si jeter la nourriture d'une femme enceinte était simplement une autre tâche matinale accomplie. Favor posa les 2 paumes à plat sur son ventre. Le bébé bougea, un enroulement, puis un petit coup de pied juste sous sa paume gauche, comme un coup frappé. « Je suis là, maman. Je suis toujours là. »« Je sais », murmura Favor à son ventre. « Je sais que tu es là. » Elle resta assise dans cette pièce qui sentait la poussière, les mains sur son ventre, les yeux secs à présent. Plus de larmes. Elle les avait toutes épuisées. Elle pensa à la façon dont elle en était arrivée là. Stanley avait perdu son travail à Lagos après la faillite de l'entreprise. Ils avaient tenu 2 mois, vendant des affaires, empruntant, mangeant de moins en moins, jusqu'à ce que manger moins devienne ne plus manger du tout. Finalement, Stanley avait dit « Rentrons chez ton père, juste pour quelques mois, le temps que je trouve quelque chose. » Juste quelques mois. Cela faisait 8 mois.
En 8 mois, Flora avait rendu les règles claires, de la manière dont les femmes comme Flora rendent les règles claires, non pas avec une liste écrite, ni avec une conversation ouverte, mais avec 100 petites cruautés empilées les unes sur les autres, jusqu'à ce que leur poids devienne la structure de sa vie quotidienne. Favor ne mangeait pas avec la famille. Favor cuisinait, mais ne se servait pas avant que Flora n'ait confirmé ce qui était disponible. Le mari de Favor dormait dans la petite pièce avec elle et était traité par Flora comme s'il était invisible, reconnu seulement quand Flora avait besoin de quelque chose de porté ou de réparé, et effacé le reste du temps. Et la nourriture, c'était le pire. Certains jours, elle arrivait tard, en petites portions, servie sans un regard. Certains jours, elle n'arrivait pas du tout, et Favor trouvait un moyen, un biscuit dans son sac, de l'eau, les restes dans la casserole après que tout le monde avait mangé, gratté en silence la nuit quand la maison dormait. Elle en avait parlé à Stanley. Stanley avait dit qu'il parlerait à Flora. Cette conversation n'avait jamais eu lieu, car Stanley, comme son père, avait appris dans cette cour que le silence était plus sûr que la confrontation. Il choisissait la sécurité, tandis que sa femme enceinte choisissait la faim. Favor était assise sur le matelas. Son estomac émit un long bruit creux et urgent. Elle pressa sa main contre lui, comme on appuie sur une blessure. « Je trouverai quelque chose », promit-elle à son ventre. « Je trouverai quelque chose pour nous aujourd'hui. Je te le promets. » Elle ne savait pas encore que ce jour-là, quelque chose la trouverait en premier. Elle entendit frapper à la porte de derrière à 10 heures du matin. Elle faillit ne pas répondre. Elle était allongée sur le côté, sur le matelas, essayant d'ignorer sa faim en dormant. Mais le bébé était agité et le sommeil ne venait pas. Alors, quand on frappa, doucement mais clairement, elle se leva lentement et se traîna jusqu'à la porte arrière qui donnait sur le chemin étroit derrière la cour. Elle l'ouvrit. Une femme se tenait là, plus âgée, peut-être 60 ans, peut-être plus, la peau sombre avec des rides profondes qui semblaient gagner, non pas par l'âge, mais par l'expérience. Elle portait une simple blouse à Nara et un pagne, mais avec cette élégance naturelle que certaines femmes ont, une élégance qui disait que le confort et l'argent ne lui étaient pas étrangers. Dans ses mains, elle tenait un thermos rempli de nourriture, grand, avec plusieurs compartiments fumant encore légèrement. « Bonjour, ma fille », dit la femme d'une voix chaude et posée. « Je m'appelle Mama Ruth. Je viens d'emménager dans la maison en face de la rue hier. » Elle tendit légèrement le thermos. J'ai préparé trop de nourriture ce matin. Je t'ai vu dehors plus tôt, et j'ai pensé. Sa voix s'interrompit, ses yeux se posant sur le ventre de Favor, puis remontant avec une douceur prudente, celle d'une femme qui comprenait ce qu'elle voyait. J'ai pensé que tu aimerais peut-être en avoir un peu. La bouche de Favor s'ouvrit. La première chose qu'elle ressentit fut la fierté. Cette fierté brûlante de quelqu'un qui ne veut pas être vu comme quelqu'un à qui on doit donner de la nourriture. La fierté qui vous dit de répondre « Ça va, merci. Je vais bien. » Même quand votre estomac se dévore lui-même. Les mots se formaient « Je vais bien. » Puis son bébé donna un coup de pied violent sous ses côtes, comme pour dire « N'ose pas. » Favor ferma la bouche. Elle regarda le thermos, puis le visage de la vieille femme, ses yeux qui n'étaient pas pleins de pitié, mais simplement gentils, stables et patients, comme ceux de quelqu'un qui n'était pas là pour l'humilier, mais simplement pour l'aider. Et quelque chose en elle céda, comme un nœud qui se défait enfin. Elle prit le thermos. « Merci, dit-elle. » Sa voix était plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. La femme hocha simplement la tête, sans insister, et s'éloigna doucement. Favor referma la porte et retourna dans la petite pièce. Elle ouvrit le thermos, une soupe onctueuse, épaisse, parfumée, avec du poisson séché, du pongo et des feuilles de sang. Du riz blanc, parfait. Un petit sachet de Zoé frais à côté. Elle mangea. Et au moment où la première cuillerée toucha sa langue, son visage se décomposa. Parce que la nourriture ne devrait pas avoir le goût d'un sauvetage. Une femme enceinte dans la maison de son propre père ne devrait pas pleurer sur une assiette de riz parce que c'est le premier vrai repas qu'elle a eu depuis plus d'un jour. Elle pleura, mangea, et tint son ventre d'une main, se faisant une promesse dans cette pièce qui sentait la poussière et l'injustice, cela s'arrête. Peu importe ce qu'il en coûtera, cela s'arrête. Elle ne savait pas encore que cette vieille femme avec son thermos allait bouleverser toute son histoire.
Et elle ne savait pas encore que Flora, fière et intouchable, était au début de sa pire erreur. Mama Ruth revint le lendemain matin, et le matin suivant. Au 4e jour, c'était devenu une routine silencieuse. Favor sortait discrètement par la porte de derrière à 9 heures, après que Flora se fût installée dans ses activités matinales et que la cour soit distraite par son propre bruit. Et Mama Ruth était là, attendant avec le thermos, avec une ponctualité qui disait que ce n'était pas une charité occasionnelle, mais une décision délibérée prise par une femme qui avait décidé quelque chose et comptait le mener à bien. Elles commencèrent à parler. Pas de conversation profonde, pas au début, juste des choses superficielles. Favor demanda d'où venait Mama Ruth. Mama Ruth s'enquit de la grossesse, de son avancée, si elle assistait aux consultations prénatales. De petites questions qui, au fil des matins, devinrent plus importantes. Favor se surprit à raconter à Mama Ruth des choses qu'elle n'avait dites à personne. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que Mama Ruth écoutait d'une manière rare, sans reculer, sans se précipiter pour donner des conseils, sans ce regard gêné que les gens ont quand votre histoire les fait se sentir coupables de leur vie confortable. Un matin, alors qu'elles étaient assises sur le petit banc à l'arrière de la maison de Mama Ruth, partageant une tasse de thé, du vrai thé avec du lait, le genre que Flora gardait dans le placard supérieur auquel Favor n'avait pas le droit de toucher, Favor demanda. « Mama Ruth, pourquoi faites-vous cela ? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. » Mama Ruth enveloppa ses mains autour de sa tasse. « Il y a 26 ans, j'étais enceinte. De mon premier enfant, Jason. » Elle sourit en prononçant son nom. Mon mari venait de tout perdre dans une affaire qui avait mal tourné. Nous sommes allés vivre chez sa famille. Sa tante était la chef de la maison et elle me faisait comprendre chaque jour que j'étais un fardeau et que ma grossesse était une honte. Elle marqua une pause. Il y avait une femme dans ce quartier. Je n'ai jamais su son nom complet. Elle s'appelait Mama Chidi. Chaque matin, elle laissait de la nourriture à notre porte de derrière. Elle ne frappait jamais fort, ne faisait jamais de drame, juste de la nourriture, chaude et partie avant que l'on puisse vraiment la remercier. Favor était immobile. J'ai accouché de Jason sans problème. Mon mari a lentement reconstruit sa vie. Nous avons déménagé. Les années ont passé. Je n'ai jamais retrouvé Mama Chidi. J'ai essayé. Mama Ruth regarda Favor droit dans les yeux. J'ai porté cette dette pendant 26 ans, ma fille. Chaque fois que je voyais une femme en difficulté, je me demandais, est-ce celle-là? Est-ce le moment de rembourser? Quand je suis arrivée dans cette rue la semaine dernière et que j'ai vu ton visage à cette porte, enceinte de 7 mois, portant toutes les marques de la fatigue, j'ai su. Elle le dit simplement, sans emphase. J'ai su que c'était toi. Favor regarda cette femme en face d'elle, cette inconnue devenue, en 4 matins et 4 repas, la présence la plus fiable de son monde. Vous êtes une bonne femme, Mama Ruth, murmura Favor. Je suis une femme à qui on a aidé. Il y a une différence. Je ne fais que transmettre. Elle tendit la main et pressa celle de Favor une fois. Puis elle dit quelque chose que Favor ne comprendrait pleinement que bien plus tard. Mon fils Jason vient me rendre visite ce week-end. C'est un médecin. Je veux qu'il te voie. Favor fronce légèrement les sourcils. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien, répondit Mama Ruth, non pas méchamment, mais clairement. Et je pense qu'une partie de toi le sait. Favor regarda ses pieds enflés, toujours fourrés dans des sandales devenues trop étroites. Elle ne dit rien, car oui, une partie d'elle le savait. Le secret éclata un jeudi. Favor revenait de la porte avec le thermos. Ce matin-là, c'était du pepper soup, le genre qui vous réchauffe la poitrine. Elle avait mangé, rincé le thermos et accrochait des vêtements de bébé sur la corde à linge à l'arrière. Quand Tommy, le gardien, tourna le coin, il s'arrêta, regarda le thermos dans sa main, puis son visage. Elle vit dans ses yeux le moment exact où il décida ce qu'il allait faire de ce qu'il venait de voir. Ce soir-là, elle était dans la pièce avec Stanley quand la voix de Flora traversa les murs. Pas un appel, pas une convocation, mais un ordre lancé comme un tribunal rend un verdict, le jugement déjà décidé. Favor. Favor sortit. Flora se tenait au centre de la cour. Cette fois, il y avait plus de monde.
Mama Titi sur son tabouret, Clément appuyant contre sa voiture. 2 femmes du bâtiment voisin, sorties sous prétexte de chercher de l'eau. La voix de Flora était publique et délibérée. Tu as été mendier chez des étrangers. Elle laissa le mot suspendu. Mendier. Derrière cette cour, chaque matin, tu vas chercher de la nourriture chez des gens de l'extérieur comme une miséreuse, comme quelqu'un sans famille. Tu veux nous faire honte. Tu veux que les gens de cette rue disent que nous sommes le genre de personnes qui affament une femme enceinte. Favor regarda sa belle-mère. Elle pensa aux riz dispersés sur le sol de la cour. Elle pensa aux pages du journal qui tournaient tandis qu'elle se tenait là, tenant un plateau vide. Elle pensa aux 4 matins où elle avait mangé dans l'embrasure de la porte d'une inconnue, parce que c'était le seul endroit où elle avait le droit d'avoir faim sans être punie. Et le dernier fil de tolérance en elle se rompit. Flora. Sa voix était plate et ferme. Pas un cri. Plus ferme qu'un cri. Le genre de voix qui vient quand on a dépassé la peur pour quelque chose de plus dur. Tu ne m'as pas nourri dans cette maison. Tu as jeté ma nourriture par terre devant les voisins et tu es parti. Je suis enceinte de 7 mois et j'ai survécu avec ce que j'ai pu trouver, parce que tu contrôles ce qui sort de cette cuisine et que je ne suis pas dans tes bonnes grâces. Elle marqua une pause. Alors oui, une femme qui ne me connaît pas m'a apporté de la nourriture et je l'ai mangée. Et je la mangerai encore demain, parce que mon bébé ne paiera pas pour quelque guerre que tu mènes contre moi. Un silence complet, pas l'agitation de ceux qui attendent la suite. Le silence stupéfait de ceux qui s'attendaient à voir Favor reculer, s'excuser, se faire petite. La mâchoire de Flora se serra. Comment oses-tu me parler ainsi? J'ose parce que je n'ai plus rien à perdre dans cette maison. Elle se retourna et rentra. Tout son corps tremblait. Mais elle marchait droit. Elle ne trébucha pas. Elle ne se retourna pas. Derrière elle, elle entendit le murmure des femmes de la cour. Plus la voix de Flora, mais celle des autres. Et ce qu'elle entendit dans leur murmure n'était pas de la condamnation. C'était le son de gens qui avaient observé en silence depuis longtemps et venaient de voir ce qu'ils attendaient. Elle était assise sur le matelas, les mains tremblantes, quand la porte s'ouvrit. Ce n'était ni Stanley ni Flora venus continuer. C'était son père. Bernard se tenait sur le seuil. Il avait l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses lunettes de lecture étaient toujours sur son nez. Il ne les avait même pas enlevées. « Favor, dit-il. » Elle le regarda. Cet homme qu'il appelait autrefois mon or. « Non, dit-elle. » Sa voix était calme. « Non. Ne viens pas maintenant faire semblant. Pas aujourd'hui, papa. » Il s'assit quand même à côté d'elle. Il s'assit et regarda ses mains. Il ne parla pas pendant longtemps. Puis, je ne savais pas que c'était devenu aussi grave. Favor se tourna pour regarder son père. Vraiment le regarder. Et elle lui dit la vérité, non pas avec cruauté, mais entièrement. Chaque repas sauté, chaque placard verrouillé, chaque matin où elle se réveillait en calculant ce qu'elle pouvait trouver avant que Flora ne remarque le thermos, la porte de derrière, Mama Ruth et le pepper soup, et manger dans l'embrasure de la porte d'une inconnue parce que c'était le seul endroit où elle se sentait assez en sécurité pour avoir faim sans être punie. Bernard écouta. Son visage fit quelque chose de compliqué. Quand elle eut fini, il dit « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Et Favor répondit doucement, tristement, sans colère pour l'aiguiser. « Papa, je te l'ai dit avec mon visage chaque jour. Tu m'as répondu avec ton journal. » Le silence qui suivit cette phrase dura très longtemps. Et dans ce silence, Favor vit son père mettre son visage dans ses mains. Elle ne le réconforta pas, non par cruauté, mais parce que certaines vérités doivent être ressenties pleinement avant de pouvoir être agies. Et elle avait besoin que son père ressente celle-ci jusqu'au bout. Jason arriva vendredi soir. Favor le vit depuis la petite fenêtre de sa chambre, un homme grand sortant d'une voiture propre, le genre de voiture qui disait qu'il avait travaillé pour ce qu'il avait. Il portait un sac de pharmacie et une petite trousse médicale, et se déplaçait comme quelqu'un formé à rester calme dans des pièces où les autres paniquent. Samedi matin, Mama Ruth l'emmena de l'autre côté de la rue.
C'était la première fois depuis des mois que Favor mettait les pieds dans la maison de quelqu'un d'autre, et la normalité de la scène la frappa immédiatement. Un salon propre, un canapé intact, des rideaux assortis, un ventilateur au plafond qui fonctionnait. Elle cligna des yeux pour retenir l'émotion soudaine dans sa gorge, car elle avait oublié que les maisons pouvaient simplement être normales. Jason fut professionnel et discret. Il installa ses affaires sur la table à manger, lui demanda de s'asseoir et commença ses vérifications. Tension artérielle. Il la prit 2 fois sans rien dire. Il vérifia la position du bébé, demanda si elle avait des maux de tête, des troubles de la vision, des éclairs soudains, puis examina ses pieds. Quand elle sortit de ses sandales, son expression fit ce que font les expressions des médecins quand ils contrôlent ce qu'ils veulent vraiment montrer. Il lui demanda ce qu'elle mangeait. Elle répondit, pas assez de tout. Il nota des choses. Puis il posa son stylo et la regarda directement. Favor, ta tension artérielle est élevée. Pas au niveau d'urgence, mais proche d'un seuil qui ne me plaît pas. Il marqua une pause. Tu présentes des signes précoces de prééclampsie. Sais-tu ce que c'est? Elle secouait la tête. Il l'expliqua clairement, sans cacher le poids de ses mots, une condition qui peut se développer rapidement au cours des derniers mois de la grossesse. Dangereuse pour elle, dangereuse pour le bébé, déclenchée et aggravée par le stress, une mauvaise alimentation, un repos insuffisant. Si cela s'aggrave, dit-il prudemment, cela peut devenir mortel pour toi et pour l'enfant. La pièce était très silencieuse. Mama Ruth, assise sur une chaise à côté, se couvrit la bouche de la main. Favor resta assise, les mains sur les genoux, sentant quelque chose de froid la traverser. Pas de la panique, quelque chose de plus sérieux. La froide clarté de quelqu'un qui vient de comprendre à quel point elle était proche du précipice sans le savoir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Tu manges correctement à chaque repas, chaque jour. Tu te reposes, un vrai repos, pas rester éveillé à t'inquiéter. Tu élimines la source de stress pour ton corps autant que possible. » Il la regarda fixement. « Ce qui signifie que la situation dans laquelle tu vis actuellement est un problème médical, pas seulement familial. » Favor baissa les yeux vers son ventre. Elle pensa à l'assiette de nourriture dispersée sur le sol de la cour. Elle pensa à chaque matin où elle s'était réveillée en calculant s'il restait quelque chose dans la casserole. Elle pensa au ventilateur cassé, à la poussière, au son du rire de Flora portant clairement depuis la maison principale tandis qu'elle était allongée dans le noir, essayant de dormir malgré la faim. « Elle doit venir vivre ici, dit Mama Ruth. Elle le dit à Jason, mais regardait Favor. « J'ai déjà décidé. J'ai la place. J'ai la nourriture. » Elle se tourna pleinement vers Favor. « Je te veux ici, toi et Stanley, jusqu'à ce que ce bébé naisse en sécurité. » Favor ouvrit la bouche. La fierté refit surface, automatique, conditionnée. « Je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux rien devoir à personne. Je peux me débrouiller. J'ai toujours su me débrouiller. » Jason parla doucement. Favor, parfois accepter de l'aide est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire, surtout quand une vie qui n'est pas encore la tienne dépend de ce choix. Elle regarda son ventre. Elle sentit son bébé bouger, lentement, doucement, avec confiance, lui faisant confiance pour prendre la bonne décision. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » Retourner chercher ses affaires fut la marche la plus difficile qu'elle ait faite depuis longtemps. Non pas parce qu'elle était triste de partir. Elle n'était pas triste. Elle était terrifiée. Non pas de partir, mais de traverser la cour une dernière fois avec ses bagages, son mari et son ventre, de sortir devant Flora, les voisins et quiconque regardait. Elle savait que Flora en ferait une scène, car Flora faisait toujours des scènes. Quand elle revint dans la pièce, elle avait craint que Stanley ne résiste, qu'il ne veuille pas accepter la charité, qu'il complique les choses. Au lieu de cela, il la regarda longuement, et ce qu'elle vit sur son visage n'était pas de la résistance. C'était de la honte. La honte particulière d'un homme qui savait qu'il avait échoué envers sa femme et qui vivait avec cette connaissance sans rien faire. « Dis-moi quoi empaqueter, » dit-il. Ils furent prêts en 40 minutes. Ils avaient si peu de choses que 40 minutes étaient presque trop.
Flora était dans la cour quand ils sortirent avec les sacs. Bien sûr. Elle s'était placée près de la porte principale. Chemisier frais, boucle d'oreilles en or, bras croisés. La performance était entièrement préparée. Alors, tu pars? Favor s'arrêta devant elle. Elle regarda Flora une dernière fois, longuement. Je ne pars pas. Je choisis. Elle passa la porte. Elle entendit la voix de son père derrière elle. Basse. Sérieuse. Une voix qu'elle ne lui avait pas entendue depuis 4 ans. Flora, rentre immédiatement. Nous devons parler. Elle ne se retourna pas. Elle n'avait pas besoin de voir. Elle avança simplement, son mari à ses côtés, son bébé roulant doucement en elle vers la maison de l'autre côté de la rue, où une femme qui ne lui devait rien avait décidé de lui donner tout. Ce que Favor ne savait pas en franchissant cette porte, c'était qu'elle partait au moment précis où le monde soigneusement construit de Flora commençait à se désagréger. Et c'était elle, Flora, qui avait cousu les coutures de ce monde de ses propres mains, au fil de 4 ans de vol silencieux. Bernard n'avait pas été un homme ignorant. Il avait été un homme fatigué, un homme en deuil qui s'était remarié trop vite après la perte de sa femme et s'était retrouvé 4 ans plus tard dans une maison qui ne lui semblait plus sienne, sans savoir comment la récupérer sans tout brûler. Alors il s'était fait petit. Il s'était tu. Il lisait son journal. Mais le matin où Favor s'était tenu dans la cour et avait dit « Papa, je te l'ai dit avec mon visage chaque jour. » Tu m'as répondu avec ton journal, quelque chose en Bernard s'était brisé. Il n'avait pas dormi cette nuit-là. Il était resté allongé dans le noir à côté de Flora, passant en revue les 4 années, une par une. Les choses qu'il avait vues et expliquées. La façon dont la portion de Favor était toujours plus petite. Le déménagement dans la pièce du fond, juste temporairement, avait dit Flora. Le matin où il avait entendu une assiette se briser et tourner une page de son journal parce qu'il ne voulait pas voir ce qu'il y avait de l'autre côté du savoir. Il était resté allongé dans le noir et avait compris que la lâcheté déguisée en maintien de la paix était toujours de la lâcheté. Et puis, comme Dieu, la fois où la culpabilité agit sans leur temps, 2 jours après le départ de Favor, un appel arriva de son comptable. Le compte joint qu'il gérait avec Flora pour les dépenses du ménage, celui que Flora s'occupait de gérer parce que tu es toujours occupé, Bernard. Laisse-moi m'en occuper. Ce sera plus simple. Ce compte avait un historique de retrait que Bernard n'avait jamais vu. 4 ans de retrait. Des montants qui ne correspondaient à aucune facture, aucun achat pour la maison, aucune dépense qu'il pouvait justifier. 300 000 Nera, puis 500 000, puis des virements au nom de Clément, le jeune frère de Flora, toujours souriant, toujours adossé à un mur, Clément qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours un nouveau téléphone. Bernard appela son avocat cet après-midi-là. Dans la maison de Mama Ruth, Favor ne savait rien de tout cela. Ce qu'elle savait, c'était le sentiment de se réveiller dans une chambre propre avec un ventilateur qui marchait, et de trouver le petit déjeuner déjà sur la table en sortant, des œufs, du pain, du thé, des fruits, de vrais fruits, ceux qui n'étaient pas mous. Elle savait ce que cela faisait de manger jusqu'à être rassasiée, puis de s'asseoir sans se sentir coupable. Elle savait ce que cela faisait de voir Stanley partir chaque matin pour son nouveau travail, un petit emploi stable trouvé grâce au réseau de Mama Ruth, une entreprise de logistique qui payait à temps, et de le voir revenir le soir, fatigué mais pas vaincu. Elle savait ce que cela faisait d'entendre Jason l'appeler tous les quelques jours pour vérifier sa tension artérielle, et le soulagement discret dans sa voix chaque fois que les chiffres étaient plus bas que la semaine précédente. Un soir, Favor demanda. « Mama Ruth, pensez-vous que Flora soit une mauvaise personne ?» Mama Ruth réfléchit soigneusement. Elle ne répondit pas rapidement, comme le font les gens qui n'ont pas vraiment réfléchi à la question. « Je pense, dit-elle enfin, que certaines personnes confondent pouvoir et sécurité. Elles deviennent dangereuses pour les autres parce qu'elles ont peur de ce qui arrivera si elles ne sont pas la personne la plus puissante dans la pièce. » Elle marqua une pause. Cela ne l'excuse pas. Mais cela l'explique. Je ne la hais pas, dit Favor, et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Je croyais que si, mais non. Je ne veux simplement plus être près d'elle. C'est la chose la plus saine que je t'ai entendu dire, répondit Mama Ruth. Favor rit. Ce fut un petit rire, rouillé,
comme quelque chose qui n'avait pas été utilisé depuis un moment, mais il était réel. 3 semaines après le départ de Favor, la cour de l'autre côté de la rue traversa quelque chose dont la rue parlerait pendant des mois. Favor en entendit des morceaux par Mama Titi, qui avait pris l'habitude de s'arrêter à la porte de Mama Ruth lors de sa promenade du soir pour partager ce qu'elle avait vu. Bernard avait confronté Flora au sujet de l'argent. Flora l'avait nié, puis expliqué, puis pleuré, puis menacé de partir. Bernard, à la surprise de tous ceux qui l'avaient vu se faire petit silencieusement pendant 4 ans, dit avec un calme que Mama Titi décrivit comme celui d'un homme qui a pris sa décision et l'a verrouillée là où Flora ne pouvait pas l'atteindre. Si elle partait, il ne l'en empêcherait pas. Flora hurla. Puis elle fit ses valises. Puis Mama Titi raconta cette partie avec des yeux écarquillés. Elle défit ses valises parce que sa famille à Bénin lui avait dit qu'elle était seule et qu'elle n'avait nulle part où aller cette nuit-là. Elle frappa à la porte de Clément. Clément, qui avait reçu de l'argent de ce compte pendant 4 ans, dit à sa sœur qu'il était désolé, mais qu'il avait ses propres problèmes. Flora dormit dans la chambre principale d'une maison qui était complètement différente de toutes celles qu'elle avait contrôlées, parce que l'homme qui lui avait permis de la contrôler avait silencieusement, fermement et complètement retiré cette permission. Favor entendit tout cela et ne ressentit rien de dramatique, pas de célébration, pas de satisfaction éclatante, juste quelque chose de lent et apaisant, comme une balance qui retrouve son équilibre. Elle posa les mains sur son ventre. « Tu as failli ne pas y arriver, dit-elle à sa fille. » Elle savait maintenant que c'était une fille. Pas par échographie, mais par la manière particulière dont le bébé bougeait, lente et délibérée, comme quelqu'un qui savait déjà exactement ce qu'elle faisait. Son bébé se déplaça en elle, roulant lentement, se préparant. Le travail commença un mardi soir. Cela commença par une pression basse, le genre que Favor ressentait depuis 2 semaines et que Jason lui avait dit de chronométrer soigneusement et de l'appeler dès qu'elle serait à 10 minutes d'intervalle. Elle les chronométra. Elle l'appela. Il fut calme au téléphone. Elle fut calme. Mama Ruth n'était pas calme, mais joua la calme parce que Favor en avait besoin. Stanley les conduisit à la clinique. Une vraie clinique privée, payée par Mama Ruth sans discussion, sans en faire un moment de charité, simplement arrangée comme Mama Ruth arrangeait les choses, avec une compétence discrète et sans fanfare. Cela dura 11 heures. 11 heures de douleur que Favor décrirait plus tard non pas comme la pire chose qu'elle ait jamais ressentie, mais comme la douleur la plus intentionnelle, celle qui construisait quelque chose. Une douleur qui avait un but, ce qui la rendait entièrement différente de l'autre type de douleur dans laquelle elle avait vécu pendant des années, la douleur sans but, celle qui ne fait que prendre sans rien donner en retour. À 4h17 du matin, dans une chambre propre qui sentait l'antiseptique et quelque chose de floral provenant du désodorisant sur le rebord de la fenêtre, un son remplit l'air, petit, furieux, complètement sûr de lui. Une fille. On la posa sur la poitrine de Favor, et Favor regarda vers le bas. Elle s'était préparée, comme le font les femmes enceintes pour ce moment. Elle avait imaginé. Elle avait cru savoir ce que cela ferait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'un visage si petit pouvait déjà avoir l'air si déterminé. Que la première expression qu'une personne fait au monde pouvait déjà contenir tant de caractères. Sourcils froncés, bouche grande ouverte, voix absolument déterminée à se faire entendre. Elle ne savait pas qu'elle sentirait la fissure dans sa poitrine, celle qui y était depuis des années, se refermer doucement comme une porte que l'on ferme dans une pièce qui n'a plus besoin d'être verrouillée. Stanley pleurait. Il avait cessé de faire semblant de ne pas pleurer à un moment donné au cours des 3 dernières heures de travail et pleurait simplement ouvertement, et personne n'avait commenté, car certains moments sont plus grands que la dignité. Mama Ruth se tenait au bord de la pièce, les 2 mains pressées sur sa bouche, les yeux pleins. « Quel est son nom ?» demanda l'infirmière. Favor regarda sa fille, les petits poings, le visage furieux et magnifique. Elle regarda Mama Ruth de l'autre côté de la pièce. « Chidima » dit-elle. La pièce devint silencieuse. Les mains de Mama Ruth tombèrent de sa bouche. Elle sursauta. Sa voix la trahit. Elle essaya à nouveau. Bah, c'était son nom. Le nom complet de Mama Chidi, Chidima. Elle pressa sa main contre sa poitrine. Comment as-tu su? Je ne savais pas, répondit Favor. Elle regarda sa fille. Je savais, c'est tout.
Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Certains noms voyagent à travers le temps de manière que la logique ne peut pas tracer et que le hasard ne peut pas entièrement expliquer. Un nom passé par-dessus une clôture 26 ans plus tôt dans un bol de soupe. Porté en avant par une femme qui n'avait jamais oublié sa dette. Arrivant maintenant dans une cour de l'autre côté de la rue, écrit sur le visage d'un bébé né à 4 heures du matin d'une mère qui avait failli ne pas survivre assez longtemps pour l'accoucher. Chidima. Dieu est bon. Bernard vint à la clinique ce même matin. Il avait été prévenu par Stanley à 6 heures et s'y était rendu immédiatement, arrivant avec son chapeau à la main et les yeux rouges après une nuit clairement sans sommeil. Pas une nuit passée à s'inquiéter de l'accouchement de Favor, car il ne savait pas, mais une nuit passée en lui-même, dans tout ce qui s'y trouvait depuis l'après-midi où sa fille lui avait dit qu'il répondait avec son journal. Il s'assit à côté du lit de Favor et regarda sa petite fille longtemps sans parler. Puis le bébé agrippa son doigt. Cette prise automatique qu'ont les nouveau-nés. La prise qui n'est pas encore un choix conscient, mais qui est déjà absolue. Et Bernard émit un son. Pas un mot, juste un son. Bas, brisé, le genre qui vient de la partie d'un homme que les mots ne peuvent pas atteindre. Papa, dit Favor. Il leva les yeux vers elle. Elle a besoin de toi. Favor dit simplement. Elle a besoin de connaître son grand-père. Alors tu vas devoir être l'homme qu'elle mérite, pas celui que tu as été dans cette maison pendant 4 ans. Elle soutint son regard. Tu me comprends? Bernard hocha la tête. Il ne pouvait pas parler, mais il ne détourna pas les yeux. Flora quitta la cour 2 semaines après l'accouchement. Pas de fin dramatique. Pas de départ en criant, pas de feu. Elle fit ses valises dans la voiture de Clément. Clément, qui était revenu, la queue entre les jambes, pour aider sa sœur à partir. Et elle s'en alla un matin tranquille, alors que la rue se réveillait à peine. Les voisins regardaient derrière leurs rideaux. Mama Titi observait depuis son tabouret. Personne ne l'arrêta. Personne ne fit semblant d'être triste. La porte se referma. La cour devint silencieuse. Et ce fut la fin. La fin de 4 ans où une femme était entrée dans une maison avec un grand sourire et avait lentement, méthodiquement, rendu l'air trop rare pour que quiconque puisse respirer. Pas par une chute dramatique, pas par une humiliation publique, mais par la conséquence irrévocable et silencieuse d'être exactement celle qu'elle avait choisi d'être, jusqu'à ce que les personnes sur lesquelles elle comptait pour rester silencieuses trouvent leur voix, une par une. Commençant par une fille qui s'était tenue dans une cour, tenant un plateau vide, et avait décidé qu'elle en avait assez d'être petite. Un samedi matin, 6 semaines après la naissance de Chidima, Favor était assise sur la véranda de la maison de Mama Ruth. Le bébé était attaché contre sa poitrine dans un pagne, le même pagne jaune pâle que portait sa propre mère, celui qu'elle avait gardé au fond de son sac à travers tout, la gosse, le voyage en bus, les mois dans la pièce du fond. Jamais utilisé, juste gardé. Aujourd'hui, elle l'avait sorti. Cela semblait juste. Chidima dormait contre elle, petite et chaude, respirant le sommeil profond et absolu d'un bébé qui n'a encore aucune raison de douter que le monde soit un endroit sûr. La rue vaquait à ses occupations du samedi. Un homme lavait sa voiture 2 maisons plus loin. Des enfants se poursuivaient autour de la porte de la cour de l'autre côté de la rue. L'odeur de quelqu'un qui faisait frire du plantain flottait par-dessus la clôture, venue de quelque part à proximité. Favor était assise au soleil du matin et se sentait ordinaire. Pas l'ordinaire jouet de quelqu'un qui fait semblant que tout va bien. Vraiment ordinaire. L'ordinaire d'une vie qui a retrouvé son équilibre. L'ordinaire du assez. Assez de nourriture, assez de repos, assez d'amour, assez de ces choses qu'on prend pour acquises jusqu'à ce qu'elles soient enlevées. Mama Ruth sortit et s'assit à côté d'elle. Elles ne parlèrent pas tout de suite. Elles étaient assises comme le font 2 personnes qui ont dit les choses importantes et ont maintenant le luxe du silence.